Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau, sur cette émission qui est le forum sur lequel les professionnels des médias du Bénin discutent des sujets qui ont fait le chou gras de la presse au cours de la semaine. Nous avons du plaisir à vous retrouver et à donc échanger avec vous sur ces sujets. Nous allons notamment parler de l'extérieur. Nous allons sortir du Bénin très tôt au cours de cette émission, justement parce que le président Patrice Guillaume Athanase Talon était hors du Bénin. Il était à la TICAD, à ce forum international qui réunit autour du Japon les pays africains. Nous allons également parler de l'évaluation diagnostique des enseignants ACE de 2008. Bien sûr, il a eu lieu avec une participation assez massive. Nous allons parler de la mise en service de la centrale électrique de Maria Gleta 2, une centrale électrique qui fournit désormais 129 MW d'électricité pour le compte du Bénin. Nous allons parler malheureusement de nouvelles tristes, c'est celle du décès de l'artiste Kofi Gaou et si le temps nous le permet, celle également des obsèques démesurées de DJ Arafat en Côte d'Ivoire. Sur ce plateau pour discuter de ces sujets, autour de moi, j'ai Cyriac Dekenou, il est directeur de publication d'Emergence Info. Cyriac, bonsoir. Bonsoir James et bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs de l'OTV. Merci à vous donc d'accepter de nous accompagner au cours de cette émission. En face de vous, il y a Gédéon Vegba. Gédéon, bonsoir. Bonsoir James William. Merci donc à vous aussi d'être là. Vous êtes journaliste à la Radio Nationale. Nous commençons cette émission, c'est une tradition par la revue de presse. De la revue de presse, bonjour. À la une des quotidiens parus ce lundi 26 août, le point de l'évaluation diagnostique du samedi 25 août 2019 des enseignants ACE 2008. La Nation nous informe qu'il y a eu une participation au-dessus de la moyenne. D'après le quotidien du service public, l'évaluation diagnostique des enseignants reversés en agents contractuels s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national. La participation de façon générale a comblé les attentes. La presse du jour va plus loin dans ses recherches et donne le taux de participation au plan national qui est de 75,24%. Même information dans le potentiel qui affiche en manchette participation massive à l'évaluation diagnostique, soit 15,24% d'enseignants ont composé. Fraternité, quant à lui, fait savoir que la participation l'a emporté sur le boycott. Kini, pour sa part, trouve qu'il s'agit d'un pari gagné par le gouvernement. Le Béninois libéré mentionne que c'est la preuve que le grand nombre est pour les réformes de Talon. Malversation financière dans les communes, corruption, la gangrène de la décentralisation, l'appel à un assainissement général suite au cas de Ouida et de Tori. L'information est donnée par Fraternité dans sa parution du mardi 27 août. Le Canard de Ménotin propose un dossier sur le sujet. Selon le journal, le tableau de la gestion dans les administrations locales laisse à désirer. Le mal est profond, la gouvernance locale a du plomb dans l'aile. Il faut crever l'abcès. Toujours à la une du quotidien Fraternité, le sommet de la TICAD. Le journal écrit « Talon s'est envolé pour le Japon ». Le chef de l'État a pris part à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD 7. En effet, co-organisée par le gouvernement japonais, les Nations Unies, la Commission de l'Union africaine et la Banque mondiale, la conférence de Tokyo vise à promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires asiatiques dans le domaine du développement. Pour le journal, le président Patrice Talon et sa suite auront donc l'occasion d'échanger avec des partenaires sur des projets d'investissement spécifiques à son programme d'action du gouvernement. Ils feront lumière sur les opportunités d'affaires au Bénin. Le Progrès parle du thème de cette conférence. Afrique et Yokohama partagent une vision pour le futur. Et toujours parlant du sommet international TICAD 7 au Japon, le quotidien L'Indépendant annonce qu'il y a eu un tête-à-tête entre le président Patrice Talon et le président nigérian Muhammadu Buhari après le verrouillage des frontières du Nigeria. Le Soleil levant croit savoir qu'au cours des échanges, Talon a plaidé pour la réouverture des frontières
frontières. Matin Libre parle de l'heure de vérité entre Talon et Bouari. Fraternité, qui mentionne que le Bénin retient depuis son souffle, se demande si Talon a réussi à rassurer Bouari. Pour Fraternité, il se dessine, au terme des échanges, un allègement de la mesure. La nation optimiste abonde dans le même sens et annonce une réouverture imminente de la frontière entre le Bénin et le Nigeria. D'après le quotidien du service public, cette réouverture de la frontière dans un avenir pas trop éloigné est l'une des promesses faites par Muhammadu Bouhari au chef de l'État béninois. La nation ajoute qu'en marge de la conférence, en plus des rencontres bilatérales du président Patrice Talon, la diplomatie béninoise s'illustre par une débauche d'énergie productive. Le soleil levant, dans la même optique, affiche que le Bénin se vend très bien aux investisseurs japonais. Le Béninois libéré parle des échanges entre Wadaini et les hommes d'affaires japonais et placade à sa une le Bénin prêt à accueillir les industries de transformation. Dans le domaine de l'énergie à présent, c'est fait. La centrale thermique de Maria Gleta 2 a été mise en service. Afrique Express annonce que le Bénin fait un pas de géant vers l'autonomie énergétique. D'après le quotidien, c'est un nouveau jour qui se lève pour le Bénin en matière de fourniture de l'énergie électrique. D'une capacité de 127 MW, Maria Gleta 2 a été officiellement inaugurée le jeudi 29 août par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et le ministre de l'Énergie Dona Jean-Claude Oussou. Même information en manchette de la priorité qui fait remarquer que la réalisation de ce projet est une belle aventure technologique et humaine avec de multiples retombées pour les communautés locales. Le potentiel abonde dans le même sens et signale que le délestage est vaincu et définitivement rangé au passé. Le journal met l'accent sur le coût de réalisation de l'ouvrage estimé à 106 milliards de francs CFA avec une contribution de près de 4 milliards de l'État béninois. Matin Libre, de son côté, se contente de signaler que Maria Gleta est désormais une réalité. On termine avec un carnet noir. Décès dans le monde culturel. L'artiste Kofi Gaou a tiré sa révérence et c'est l'événement précis qui donne l'information. Pour la nation, c'est un artiste polyvalent qui s'en est allé. C'est tout pour cette revue de presse hebdomadaire. Rebecca Kendiaoune à la présentation. C'était donc la revue de presse 7 jours béni avec Rebecca Kendiamoune. Rebecca, merci. Avec vous maintenant, mes chers invités, commençons déjà par parler du sommet de la TICAD, une de ces grands-messes que les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique aiment tellement à célébrer. Voilà encore, c'est la 7e fois donc, que les chefs d'État africains se retrouvent autour du Japon. Quelle est la pertinence au regard, je dirais, des résultats obtenus jusque-là de ce genre de sommet, Gédéon Wegba? Je pense que le Japon est en train de jouer sur des cartes diplomatiques à plusieurs égards. On peut dire aujourd'hui que le Japon veut rattraper son retard par rapport à la Chine en termes d'intervention sur le continent. Donc la TICAD est un sommet que le Japon a créé pour rattraper ce retard. Il revient maintenant aux pays africains d'en profiter, puisque le Japon est quand même un pays développé, un pays très développé. Donc c'est un creuset pour permettre aux présidents africains, ou du moins aux États africains, je veux dire, d'aller négocier des choses pour le développement de leur pays. Je prends pour exemple le Bénin, qui est en partenariat avec le Japon depuis des années, a quand même besoin des moyens, des financements dans plusieurs secteurs. Donc, il revient au gouvernement béninois, au chef de l'État, qui, pour cette fois-ci, y était, de négocier des choses pour quand même booster le développement de notre pays. Donc, le Japon fait son jeu, comme la Chine fait son jeu, puisque la Chine fait Chine-Afrique, et le Japon fait TICAD. Justement, quand on est au cœur des préoccupations ou du moins de l'attention des puissances comme le Japon, comme la Chine, comme la France, comme les États-Unis, le continent africain ne devrait-il pas connaître, au regard de ce sommet-là, un développement plus évolué que celui que nous avons aujourd'hui comme résultat? Bon, vous savez, il faudrait d'abord quand même, disons, restructurer le contexte dans lequel cette TICAD elle est initiée et elle
est désormais une rencontre périodique entre le Japon et l'ensemble des pays africains, parce que le Japon, tel que le disait Gédéon, a quand même, disons, soif de rattraper son retard, parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le Japon occupe le 7e rang en matière, quand même, disons, des pays qui investissent le plus sur le continent africain. Et qu'on le veuille également ou pas, l'Afrique constitue l'un des pays qui dispose d'innombrables ressources et d'un potentiel marché en matière, quand même, disons, d'investissement sur le plan économique. Donc aujourd'hui, le souhait, quand même, disons, du Japon, c'est de pouvoir ne serait-ce que rattraper son retard par rapport surtout à son grand voisin, la Chine qui est aujourd'hui l'un des tout premiers investisseurs sur le continent africain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles dans la plupart des discours du Premier ministre japonais Shinzo Abe, il n'a pas manqué quand même, disons, de faire quelques apostrophes quand même, disons, à son voisin chinois. Donc, la volonté aujourd'hui du Japon, c'est de pouvoir investir plus, investir massivement. Et aujourd'hui, l'investissement que le Japon a promis aux pays africains est désormais de 50 milliards contre 30 milliards lors de l'ATICA de 2016 qui avait lieu au Kenya. Donc, c'est une volonté manifeste de pouvoir quand même, disons, aller à l'offensive. Mais il faudrait quand même, disons, reconnaître que le Japon fait beaucoup plus attention dans les secteurs dans lesquels le Japon investit, parce que si aujourd'hui la Chine, elle est premier investisseur quand même, disons, au Bénin, et notamment dans les pays africains, c'est beaucoup plus parce que la Chine investit dans la construction des infrastructures. La Chine est présente dans les grands projets d'investissement et la Chine n'hésite pas à mettre de très grands moyens. Le Japon, aujourd'hui, je vous donne un petit cas, le cas du Bénin. Le Japon a beaucoup plus collaboré avec le Bénin, par exemple, pour ne serait-ce que lutter contre la faim et la malnutrition dans certaines régions du pays. Et de par le passé, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons très souvent le riz japonais qui vient au Bénin, mais également aussi dans le secteur de l'éducation. Alors que la Chine, quant à elle, investit dans les infrastructures, ne serait-ce que pour pouvoir permettre quand même, disons, à ces opérateurs économiques chinois de venir construire les infrastructures, donc de trouver du marché. Et le dernier rapport que l'on a eu à faire nous fait quand même, disons, observer que dans l'ensemble des pays africains, qu'il y a aujourd'hui un peu moins de 800 entreprises japonaises. Ouais, donc, comparativement à la Chine qui, quand même, disons, a des micro-entreprises un peu partout sur le continent. Et lorsque vous observez également aussi, les compatriotes chinois sont très, très nombreux sur le continent africain. Donc, c'est une offensive économique et de très grande envergure. Et puis, bon, c'est tellement aussi politique puisque le Japon vise une place au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies et la présence, du moins les rapports avec le continent africain, si jamais la réforme devrait être lancée, devrait lui permettre d'obtenir cette place-là si l'Africain doit voter. C'est pour ça que j'ai parlé de cadre diplomatique au départ. J'ai dit que le Japon joue une cadre diplomatique à plusieurs égards. Diplomatique et économique surtout. Le continent africain, comme il a si bien dit, est devenu un centre d'attraction pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le Japon. La Chine, le Japon, les États-Unis, même les États-Unis qui, en temps, ne s'y intéressaient pas trop. Aujourd'hui, s'intéressent beaucoup à l'Afrique. Et la France, n'en parlons pas. Donc, toutes les puissances, pratiquement, sont vraiment intéressées par l'Afrique parce que l'Afrique reste le continent de l'avenir. L'Afrique regorge de mines non exploitées, mines dans tous les sens, si vous voulez. Donc, je pense que aujourd'hui, tabler sur l'Afrique, ou du moins tourner les regards sur l'Afrique, je pense que c'est bien pensé par le Japon. Le Japon ne commet pas d'erreur du tout en disant qu'il va surfer sur tout ce qu'il y a comme potentiel économique de l'Afrique et pour aussi se faire, comment on appelle, une nouvelle image dans le monde entier. Et c'est une impulsion de l'ancien Premier ministre,
Koizumi, Junichiro Koizumi. C'est depuis lui que la TICAD a pris. Et aujourd'hui, le Premier ministre Shinzo Abe est resté sur les pas de Koizumi. Et aujourd'hui, la TICAD est devenue quand même un forum économique d'envergure internationale et qui permet à toutes les parties de tirer profit. De toute façon, on a pu constater cette année que le président Patrice Guillaume Talon était présent en personne au sommet de la TICAD. Pour notre président qui n'est pas très habitué au grand messes international, qui n'a pas souvent l'habitude donc de se présenter à ce grand rendez-vous. Comment pouvez-vous expliquer que Patrice Talon ait décidé d'y aller? Donc, bon, vous savez, Patrice Talon a d'abord quand même, disons, pris le temps de connaître quand même les défis intérieurs du pays. Vous voyez, donc, avant quand même de commencer ces différentes sorties qui, pour la plupart, sont des sorties, ne serait-ce que pour pouvoir attirer des investisseurs vers le pays. L'autre aspect de la chose qu'il ne faut pas vraiment occulter, c'est que nous sommes dans un contexte sous-régional de récession économique où chaque nation, ne serait-ce que pour pouvoir quand même, disons, s'essouffler, faire l'effort de se diriger vers quand même, disons, plusieurs partenaires. Et il ne faut pas également aussi oublier que le programme d'action du gouvernement PAG a besoin quand même, disons, de ces différents partenaires, ne serait-ce que pour sa concrétisation, parce que en 2016, la TICAD avait lieu au Kenya. Et en 2016, nous n'avons pas encore le PAG. Et nous avons aujourd'hui le PAG qui est beaucoup plus dans sa phase opérationnelle. Donc, pour pouvoir implémenter ce PAG, le président Patrice Talon a besoin d'aller accrocher des investisseurs pour que, sur certains volets stratégiques de ce PAG, que certains investisseurs puissent quand même, disons, venir pour pouvoir investir au pays. Et le dernier aspect de la chose, c'est le fait que le Bénin a cette obligation de se tourner quand même, disons, vers d'autres partenaires stratégiques. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est l'un des tout premiers partenaires du Bénin, et suivi quand même, disons, de la France et de certains pays des Émirats. Mais aujourd'hui, quand même, disons, le Bénin a besoin de diversifier ses partenaires pour pouvoir donner un boom à son économie. Et cette présence du président Patrice Talon à la TICAD mérite d'être saluée, et nous pensons que c'est de très bon augure pour quand même, disons, l'économie béninoise. Le président Patrice Talon aurait pu ne pas y aller puisque à d'autres sommets, des dirigeants, des représentants du chef d'État ont assisté et le Bénin n'a pas manqué d'avoir des retombées. Pourquoi Patrice Talon lui-même devait-il être présent à ce sommet de la TICAD, de votre point de vue? Non, tout est question d'enjeu. L'enjeu de la TICAD, de ce sommet de la TICAD, peut-être l'enjeu en valait la chandelle, comme on le dit. Donc, le président a décidé d'y aller lui-même pour peut-être vanter mieux le Bénin, vanter tous les atouts dont le Bénin dispose pour quand même intéresser les partenaires. Donc, je pense que c'est question d'enjeu. Il est parti. On ne connaît pas le fond de cette sortie, mais sûrement qu'il y a un enjeu vraiment de taille qui l'a poussé à. Mais il faut dire une chose aussi, aucun pays au monde ne peut se développer s'il vit en autarcie. Donc il faut s'ouvrir sur le monde. Donc il nous revient, même si nous faisons des efforts internes, quand même d'aller chercher aussi des partenariats ailleurs pour combler les déficits que nous avons. Donc je pense que c'est peut-être dans ce sens aussi qu'il a décidé d'effectuer ce voyage de Yokohama. Et au cours de ce voyage de Yokohama, justement, Patrice Talon et le président du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, se sont donc rencontrés, ils ont échangé. On sait qu'il y a aujourd'hui une situation qui prévaut entre le Bénin et le Nigeria, c'est la fermeture des frontières entre les deux pays, officiellement pour raison d'opérations militaires, en tout cas d'exercices militaires du côté du Nigeria qui devrait durer presque un mois. Ça fait bientôt 2 semaines que les frontières sont fermées, les difficultés économiques s'enchaînent pour le Bénin. Que pensez-vous que les deux hommes ont pu mettre au menu de leurs échanges? Forcément, cette décision du Nigeria a été au cœur, forcément, des discussions. Et il me semble qu'aujourd'hui, les frontières ne sont pas fermées complètement. Il y a une ouverture pour ceux qui disposent de passeports et autres. Donc, c'est pour les marchandises en réexportation et autres qu'il y a des problèmes, il y a des soucis. Ceci dit, je pense que la situation nigériane ne date pas d'aujourd'hui, et tous les gouvernements
précédents au Nigeria ont toujours essayé d'enrayer la chose, malgré, comment on appelle, l'entêtement ou la persistance de cette commercialisation un peu, je dirais... Pas contrebande. Contrebande, cette contrebande qui a la peau dure. Aujourd'hui, est-ce que la fermeture est la solution? Je ne pense pas, parce que, de par le passé, comme je l'ai dit, en 2004, on a eu l'accord de Badagry qui a fixé le canevas. Qu'est-ce qui peut entrer au Nigeria, qu'est-ce qui ne peut pas entrer? Le fameux mémorandum. On a fait un mémorandum signé les deux présidents, le président Olusegun Obasanjo et le président Mathieu Kérékou. Mais ça n'a pas donné quelque chose de concret. Aujourd'hui, on en est à la fermeture. Est-ce que des discussions entre les deux chefs d'État, est-ce qu'on aura une réouverture prochaine? J'ai des doutes, parce que la question, c'est l'interdiction de la contrebande. C'est l'interdiction de la contrebande. Est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur et qui sont vraiment très molleux dedans sont prêts à perdre? C'est bien la question. Est-ce qu'ils sont prêts à perdre tout ce qu'ils ont sous la mer aujourd'hui et qui sont en direction du Nigeria? C'est là la question. En réalité, Sirach Dekenou, quand on parle de contrebande, on parle bien de voies d'entrée qui ne sont pas des voies officielles au Nigeria. Et donc, même en fermant les frontières officiellement, le Nigeria n'empêche normalement pas les produits de contrebande d'entrer sur le territoire nigérian, puisque les voies d'entrée n'étaient pas des voies officielles. Vous savez, il faut quand même, disons, comprendre que les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont pour la plupart quand même, disons, des frontières poreuses. Et donc, il y a quand même, disons, cette possibilité-là pour ceux qui s'adonnent à ces activités de la contrebande de pouvoir quand même, disons, pénétrer le territoire nigérien et pour pouvoir quand même, disons, y déverser un certain nombre de produits. Mais même si officiellement, la décision de la fermeture des frontières nigériennes quand même, disons, serait due à des activités militaires, il faudrait reconnaître que cette position du Nigeria aujourd'hui vis-à-vis de certains de ses voisins est beaucoup plus une position qui vise à protéger quand même, disons, ces opérateurs économiques nationaux. Qu'on le veuille ou pas, le Nigeria fait partie de ces rares pays d'Afrique qui protègent ces milliardaires, qui protègent ces opérateurs économiques nationaux. Et nous avons pu comprendre quand même, disons, qu'il y a eu un certain nombre de produits qui sont quand même, disons, déversés sur le territoire nigérien, à savoir le riz, et puis également aussi cette vente d'essence frelatée qui aujourd'hui quand même, disons, nourrit des milliers de Béninois. Et le développement de ces secteurs informels empêche quand même, disons, l'évolution des activités de certains opérateurs économiques nigériens. Parce que pour la plupart, ils produisent du riz et du riz en grande quantité. Mais lorsque quand même, disons, le Bénin devient peut-être un point de contournement pour quand même, disons, déverser un certain nombre de produits qui sont produits là-bas et sur ce territoire, ça empêche la vente de certains produits qui sont produits sur le territoire nigérian. Quoi qu'il en soit, si vous permettez, il y a eu des discussions avec le président béninois, en tout cas le président nigérian et le président béninois à Tokyo. Est-ce que cela peut permettre la réouverture des frontières dans les prochains jours? C'est ce que le commun des Béninois cherche à savoir aujourd'hui. Il faut reconnaître que le président Patrice Talon a très bien fait quand même, disons, d'aller échanger avec son homologue de l'Est, parce que cette quand même, disons, volonté d'échange traduit déjà le fait que le président Patrice Talon est très préoccupé par cette situation. Et je crois que pour tous ceux qui ont suivi quand même le compte rendu qui a été fait par certaines chaînes nigérianes, on s'est rendu compte et le président Patrice Talon a fait part de ce que cette fermeture de frontières, quand même, disons, agit sur le quotidien des Béninois et qu'il faudra quand même, disons, trouver une issue favorable. Même si ce sont des discussions informelles, parce que là-bas, c'est la ticade, et il faut reconnaître que le président nigérien a beaucoup plus, quand même, disons, intérêt à rester beaucoup plus souple
aux échanges pour qu'il y ait une réouverture des frontières. Et il n'y a pas que le président béninois, il y a eu également aussi le président nigérien Mamadou Issoufou, qui également aussi s'était rapproché du président nigérien et là-bas à Tokyo, ne serait-ce que pour pouvoir plaider pour une réouverture des frontières. Notre souhait, notre souhait, c'est qu'il y ait quand même, disons, une réouverture des frontières, mais que le gouvernement repense encore notre politique stratégique avec le Nigeria, parce qu'on ne peut pas être un voisin du Nigeria et être confronté à un certain nombre de problèmes. Vous savez, certains experts disaient que la contrebande qui existe entre le Bénin et le Nigeria ne fait même pas, disons, le 10%, n'agit même pas, disons, ne baisse même pas de 10% ce que représente la masse économique et les retombées économiques du Nigeria. C'est déjà beaucoup, 10%. Revenons rapidement donc, avec vous, Gédéon, sur cette discussion entre le président Buhari et le président Talon. Ça fait plusieurs jours maintenant que ces échanges ont eu lieu. La frontière n'est pas encore réouverte et on a encore constaté, si vous avez suivi avec moi, une remontée des coûts du pétrole, de l'essence de contrebande, ce qui signifie peut-être qu'il y a eu encore un durcissement, ou bien ce sont les opérations militaires du côté de la frontière nigériane qui sont de plus en plus corsées. Non, mais ce serait aller trop vite en besogne que de dire que c'est les opérations militaires qui sont à la base de cette hausse ou cette inflation, si vous voulez, du prix de l'essence. Non, il a dit quelque chose qui m'intéresse. À chaque fois que la survie économique du Nigeria est en jeu, le Nigeria fait tout, quoi qu'en soit le prix que ça coûte, pour protéger, comme il l'a dit, ses opérateurs économiques. Et au Nigeria, aujourd'hui, le pays est pratiquement en mesure de financer son alimentation. Il y a une forte production, je veux dire, cette année. Le riz a été au rendez-vous, les produits vivriers, tout y est pratiquement. Et le Nigeria n'est pas d'accord qu'un pays voisin fasse de la réexportation dans son pays et nuit à son économie. Donc il semble que ce qui se fait aujourd'hui, c'est un enjeu économique des deux côtés, que ce soit du côté béninois, que ce soit du côté nigérien. Les deux pays sont en train de faire, en tout cas, sa politique, chacun sa politique. Maintenant, vous parlez de la discussion. Est-ce que la discussion pourrait permettre la réouverture? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce serait peut-être vraiment un peu difficile parce que est-ce qu'aujourd'hui, des deux côtés, on est prêt à faire des concessions? La concession, c'est quoi? Permettre aux opérateurs économiques béninois qui font de la réexportation de faire leur opération, ne serait-ce que pour cette fois-ci, parce qu'il y a des milliards en jeu. Des milliards et des milliards. Est-ce qu'on va permettre à ceux-là de dire, bon, OK, comme le Nigeria a décidé de fermer les frontières, bon, vous vous débrouillez, faites comme bon vous semble. D'accord. Donc, il est question de trouver le modus vivendi pour que chaque partie, au moins, sauve ses intérêts. Très bien. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à cette évaluation diagnostique que les enseignants ACE de 2008 ont, auquel, en tout cas, ils ont été à laquelle ils ont été soumis. C'était le samedi surpassé, c'était le 24 août dernier. Cette évaluation diagnostique a connu une participation assez importante, environ 75%, 74% de participation, un peu plus. Et puis, cette participation, elle laisse quand même à peu près de 25% de personnes qui n'ont pas participé. Quelles pourraient être, selon vous, les motivations? Bon, on a dénombré un certain nombre de personnes qui étaient malades ou indisposées. Les motivations de cette participation qui n'était pas, bon, on ne pouvait pas atteindre les 100%, mais quand même 75%, certains estiment que ce n'est pas le succès attendu. Non, j'avoue que je suis un peu embarrassé sur cette question parce que dès le départ de cette opération, moi, je suis resté un peu confus. Pourquoi? Parce que je trouve quand même bizarre qu'on veuille renforcer les capacités de certaines personnes et que ceux-là émettent des craintes. C'est là où, dès le départ, j'étais un peu, je dirais, confus. Parce que, est-ce que renforcer les capacités de quelqu'un, ça nuit à la personne? Non, à mon entendement. Au contraire, ça améliore le niveau de la personne. Mais il se fait que les gens émettent des craintes. Comme quoi, il y aura d'autres... je ne sais pas, il y a quelque chose derrière.
Il y a quelque chose derrière qui ne s'est pas affiché. Donc, moi, dès le départ, je n'ai pas compris vraiment qu'est-ce qui faisait que, ou qu'est-ce qui a fait que les gens disaient vraiment qu'ils ne veulent pas, bouder. Qu'est-ce qui a fait qu'ils boudaient? Bon, à l'arrivée, on a dit 75%. Il y avait 7% sur le carreau. Il a dit que ceux qui ont des justifs, voilà, justificatifs pourront le composer. Je crois que c'est le 7 prochain. Et les autres sont abandonnés à leur sort. Bon, il revient aux décideurs d'en tirer les conclusions. Et justement, après cette participation assez importante, quel est l'avenir de ceux qui ont donc pris part à cette composition syriaque? Non, vous savez, lors de la toute première rencontre du gouvernement avec les centrales syndicales, quand même, c'est que le gouvernement a été clair. Le gouvernement a dit qu'il s'agit plutôt, quand même, disons, d'une évaluation diagnostique, ne serait-ce que pour pouvoir, quand même, disons, évaluer le niveau de ceux qui sont les enseignants du des sous-secteurs de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Et le tout premier, la toute première déclaration issue de cette rencontre nous faisait comprendre que les meilleurs deviendront des APE. Après, les moins bons, quand même, disons qu'on va mettre en place un programme de formation pour eux, ne serait-ce que pour pouvoir les rendre aptes et efficaces au métier d'enseignant. Et ceux qui, quand même, disons, à l'issue de la composition, se révéleront toujours, quand même, disons, moins bons, et qu'on trouvera, quand même, disons, un moyen pour eux. Et c'est surtout, quand même, disons, cette dernière étape qui a donné des craintes à des enseignants qui, pour la plupart, se disent que, connaissant, quand même, disons, ce gouvernement qui est un gouvernement réformateur, et ayant, quand même, disons, compris que dans d'autres secteurs, de par le passé, des gens, quand même, disons, ont été, quand même, disons, remerciés, qu'ils s'attendent à ce que, à l'issue de l'évaluation, est-ce qu'on estime au départ quand même ne dire, pas être attendez, j'en viens que certains estiment que participer à cette évaluation, c'est donner du crédit au gouvernement et qui peut-être sera amené à les remercier alors qu'il faudrait comprendre que le secteur de l'enseignement béninois a besoin vraiment de profondes réformes. Vous savez, le gouvernement n'a pas intérêt à remercier les gens. Pourquoi? Parce que les toutes dernières communications du gouvernement sont des communications qui sont venues apaiser les uns et les autres parce qu'il y a trop de supputation, il y a trop d'intoxication. Et remercier les gens dans un contexte où, qu'on le veuille ou pas, même dans le département de l'Atlantique aujourd'hui, il y a quand même, disons, encore en activité des enseignants ACE, des enseignants qui sont encore payés par des communautés. Il y a encore, c'est un manque criard d'enseignants dans certains villages. Donc, le gouvernement n'a pas forcément intérêt à remercier les gens parce qu'il faut les remercier, non. Mais il faudra nécessairement mettre en place un bon programme qui permet quand même, disons, à l'enseignant de pouvoir donner un meilleur rendement et ainsi quand même, disons, agir sur le type d'étudiants que nous avons ou bien quand même, disons, c'est que le type d'élèves qui sort quand même, disons, de nos différentes écoles. C'est très important. En tout cas, ce qui est certain, cette participation donne le ton. On verra bien sûr le secteur s'améliorer. C'est l'espérance du gouvernement. On espère également qu'à l'occasion des prochains examens, on aura des résultats de meilleure qualité puisqu'on aura des enseignants de meilleure qualité en principe, je dirais. Vous pensez qu'on n'en a pas encore? Si nous avons, bien sûr. Si on décide d'améliorer le niveau des enseignants, il vaut bien... Non, comme je l'ai dit, je pense que seul le gouvernement a son agenda en matière dans ce domaine. Parce que moi, je ne sais pas. Les gens ont fait 11 ans d'exercice, il me semble. Ils sont recrutés en 2008. Nous sommes en 2019, donc 11 ans déjà d'activité. Bon, le gouvernement a jugé aujourd'hui de les évaluer, de voir quel est le niveau réel et de tirer les conclusions. Donc, il faudra seul le gouvernement a son agenda, comme je dis. Donc, on fera des d'autres. supputations pour rien. Le gouvernement a son agenda. Très bien. Parlons de la centrale de Maria Agleta 2. La centrale électrique de Maria Agleta 2 est désormais inaugurée. Le ministre y était présent ce jour-là. Il nous a donc fait le point. Nous avons désormais le 127 mégawatts de production, objet de satisfaction, bien entendu.
Vous l'avez suivi? Oui, à saluer, absolument. Je pense que le Bénin, comme d'autres pays, fait d'efforts. Le Bénin fait d'efforts en la matière, ne serait-ce que pour renforcer l'autonomie énergétique du pays. Nous ne sommes pas le premier dans la sous-région, mais nous ne sommes pas les derniers non plus. Chaque pays essaye Kaya, de faire ce qu'il peut pour quand même résorber le problème énergétique. Et 127 MW, je crois que c'est une centrale thermique qui répond aux normes environnementales et autres, en tout cas modernes, on va dire. Une très bonne chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui on est au début de la fin du délestage? C'est là la question. Et aujourd'hui, quelle est la capacité totale en termes d'autonomie énergétique du Bénin? On n'en sait rien. Et qu'est-ce que le Bénin a encore en projet? Parce que si vous prenez les pays comme le Sénégal aujourd'hui a tablé sur centrale solaire, un truc comme ça. Et puis c'est la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est au Sénégal aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aussi, la Guinée qui aujourd'hui est en train de construire plus de 3 barrages. Il y a 2 qui sont terminés et 2 autres qui sont en instance d'être terminés. On a un barrage de Swapiti, à Moria, etc., etc. Et c'est des trucs d'une grande capacité. On a plus de 850 mégawatts en cours là maintenant, en Guinée. Est-ce que nous aujourd'hui, qui était un pays qui avait à l'heure où je vous parle, la Guinée, absolument, à l'heure où je vous parle, la Guinée n'a pas pu encore assurer 24 heures d'énergie électrique dans la capitale, Conakry. On est à 12 heures aujourd'hui, malgré tous ces efforts. Donc, le Bénin n'est pas mal loti en la matière. On a fait des efforts, depuis le président Soglo en passant par Kérékou, il y a Iboni, jusqu'à aujourd'hui, on a fait des efforts. Peut-être qu'il y a eu des problèmes sur les approches. Sous Kérékou, on a parlé des groupes agricoles, sous Yaïbo, on a parlé de centrales et autres. Et puis bon, les approches n'étaient pas forcément les meilleures, j'en sais rien, je ne suis pas du domaine, mais il semble que les approches ont été problématiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on a su la bonne approche? Est-ce qu'on a trouvé la bonne solution pour régler ce problème? Je n'en sais rien non plus. De toute évidence, on constate qu'on a 127 MW vraiment stable, moderne, qui répond à toutes les normes, une très bonne chose. Mais il me semble qu'il faille aller au-delà parce que il y a par exemple le barrage d'Adjarala, qui est un projet qui est vieux de plus de 30 ans, depuis les années 80, 86 il me semble. Et pour confidence, un ami m'avait confié il y a 6 mois de cela, que quand il prenait son service en 87, le projet coûtait 200 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 milliards. Donc c'est pour dire qu'il faut trouver quand même des moyens pour réaliser ce barrage qui est d'une importance vitale pour le Bénin. Si on réalise ce barrage, on aura vraiment fait beaucoup d'efforts en termes de résolution de cette problématique énergétique. Ce qui est certain, la centrale de Maria Gleta vient résoudre une grande problématique, celle du délestage. Et puis les Béninois peuvent désormais être fiers de consommer l'énergie produite au Bénin. Parce que la plupart du temps, l'énergie était produite à l'extérieur. Bon, j'aimerais d'abord quand même, commencer par répondre à une préoccupation de Gédéon. Parce que, sans compter qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'il faut reconnaître que la capacité du Bénin actuellement en matière quand même, d'énergie propre, ça passe désormais à 448 MW avec les besoins ou de production propre? Non, c'est en matière quand même, avec cette inauguration, la capacité électrique installée du Bénin passe à 448 MW. Ouais, c'est vrai que nous sommes quand même, dépendants d'un certain nombre de pays, à savoir le Nigeria, le Ghana et autres, en matière d'énergie. Mais il ne faudrait pas également aussi, quand même, commettre l'erreur de vendre une certaine illusion à nos compatriotes qui, pour la plupart, sans maîtriser les données techniques, commencent demain par jeter la pierre aux gouvernants à cause quand même des toutes premières communications qui sont faites autour d'un projet. Ce n'est pas pour autant que le Bénin est sorti de l'auberge en matière quand même, de délestage et autres. Mais il faut reconnaître que ce qui vient d'être fait pour Maria Gleta 2, qui est un projet financé par la Banque islamique de développement et le Fonds d'investissement de la CEDEAO, constitue quand même, un projet majeur qui rentre quand même, dans la droite ligne des projets futurs que d'autres gouvernants arriveront
parviendront peut-être à faire, ne serait-ce que pour pouvoir donner au Bénin une indépendance totale en matière quand même, disons, d'énergie. Donc, c'est déjà un projet qu'il faut saluer et reconnaître que nous devons aller quand même, disons, sur d'autres sentiers et aller peut-être à l'école des Marocains au Maroc. Oui, c'est l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, les centrales solaires, parce que le Maroc aujourd'hui constitue l'une des toutes premières références au monde en matière de centrales solaires comme les Pays-Bas et autres. Là. Donc, pour un pays où nous avons le soleil, je pense que nous devons beaucoup plus quand même, disons, nous démarquer petit à petit de ces investissements lourds. Le Bénin prévoit dans le PAG produit environ 20% de son énergie sur la base d'énergie renouvelable et ce n'est quand même pas... C'est un souhait, c'est un souhait. Et puis espérons véritablement que le gouvernement ait les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser ce type de projet qui permettra quand même, disons, au Bénin de pouvoir avoir toute cette autonomie énergétique. L'autre aspect de la chose qu'il faudrait souligner, c'est que l'installation de cette centrale va donner sans doute un boom économique à la nation. Sans être tartuffe, nous allons observer dans les jours à venir le fait que des investisseurs étrangers se sentiront beaucoup plus quand même, disons, amènes de pouvoir installer leurs usines dans les environnements d'Abomey-Calavi et autres, parce que le fait que le Bénin soit dépendant en matière d'énergie, ou bien que le Bénin soit trop dépendant en matière d'énergie, ne permettait pas à certains investisseurs de pouvoir investir dans le pays, de pouvoir installer des usines dans un pays où il pourrait avoir de délestage à tout moment. C'est ça. Donc, en tout cas, avec la centrale Merak l'État 2, c'est un grand pas qui est accompli. Et puis, on espère bientôt la deuxième phase de cette centrale et bien sûr que les énergies renouvelables soient mieux développées parce qu'on a vraiment besoin de développer l'énergie, mais on a aussi besoin de protéger l'environnement. Absolument, absolument. C'est pour ça que je dis que c'est un gros effort qui a été fait et c'est à saluer. Il faut saluer tous ceux qui ont été artisans de cette réalisation. Mais il faut aller au-delà, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà parce que le besoin énergétique est criard au Bénin aujourd'hui. Et il faut combler ça. Il faut trouver les moyens pour combler ça. Et donc, on ne peut que demander et souhaiter que le gouvernement fasse mieux. Et que le Bénin soit en mesure également d'exporter de l'énergie, pourquoi pas avec les pays voisins qui en ont un grand besoin. Parlons maintenant d'une nouvelle beaucoup plus triste, celle-là. C'est le décès de l'artiste Kofi Gaou. Quand nous étions en coulisses, Gédéon Legba, vous avez dit que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Pourquoi? Un immense talent. C'est un immense talent. Et qui malheureusement n'a pas été valorisé, trop valorisé de son vivant. Je sais pas, on a des Michel-Ange, des Rubens et ailleurs célébrés. Mais ici, malheureusement, je ne sais pas. Et j'ai eu la chance en 2013 de couvrir sa dernière exposition, sa dernière grande exposition au niveau de la place des Mathis. Franchement, j'en étais ému. Parce que, à vu ce qu'il a produit, franchement, si c'était ailleurs, c'est un milliardaire. Mais malheureusement, il est béninois et puis bon, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de soutien pour permettre à ce talent de se vendre à l'étranger. Et malheureusement, il a vécu, bon, je ne dirais pas dans la pauvreté, mais c'est ça, on n'a pas d'autres mots pour dire. La chose, il a vécu pratiquement dans la pauvreté jusqu'à sa mort. Et ça me détole un peu. Kofi Gaou était dans nos murs il y a quelques jours seulement, quelques jours avant son décès, c'était pour demander la couverture médiatique d'une activité qu'il organisait. On ne pouvait pas s'attendre à ce que Kofi Gaou parte ainsi. Et comme le disait Gédéon, comme beaucoup d'artistes béninois, il s'en va laissant dans la tristesse ceux qui l'ont connu, mais également il s'en va dans le dénuement. On ne pouvait pas penser que le très grand Kofi Gaou, celui qui a réalisé tant d'œuvres respectables et de grande qualité, ne pouvait pas, on doit pouvoir partir dans ces conditions. Vous savez, la mort est impérative, vous voyez, et qu'on le veuille ou pas, elle viendra un jour quand même, disons, emporter les uns les autres, quel que soit le type de talent dont ils ont fait preuve quand même, disons, de leur vivant. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, il faut reconnaître que nous avons quand même, disons, une mauvaise approche en ce qui concerne la façon dont nous parvenons à valoriser nos artistes au Bénin. C'est lorsque quand même, disons, le monsieur est décédé que bon, tout le monde commence à raconter, oui, il a été ci, il a été ça. Vous savez, c'est un monsieur pour ce que j'ai pu apprendre.
certains participer à des co-expositions dans certains pays européens. Vous savez, il y a aujourd'hui les tableaux de Picardie et autres qui sont vendus à des prix qui sont vendus à des mais quand même, vous savez, un Kofi Gaou qui peut quand même, disons, sortir des œuvres de l'esprit, vous voyez, non? Et puis, mais pourtant, ce n'est qu'à sa mort qu'un certain nombre d'étudiants ont commencé par entendre parler, oui, qu'il y a eu un certain qu'on appelle Kofi Gao. Je pense que le ministre de la Culture devait se pencher véritablement sur ce dossier parce que on a vu le cas de Arafat en Côte d'Ivoire à qui, quand même, disons, on a promis la construction d'un musée et bien d'autres choses. Il faudrait que le Bénin puisse aller à cette école-là pour que nos talents, nos gloires, nos anciennes gloires soient véritablement valorisées de leur vivant et que ceux-là puissent jouir du fruit, quand même, disons, des différents travaux qu'ils arrivent à accomplir au nom de la nation. C'était peut-être pas au nom de la nation, mais Kofi Gaou, il a porté très haut le nom du Bénin. Quand même. Absolument, absolument. J'ai parlé de Picasso, de Michel-Ange, de Rubens et tout le reste, tout ce que vous savez. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'était pas vraiment à leur dimension, mais il n'en était pas moins non plus. Il a vraiment produit des œuvres de l'esprit, comme il a dit, des œuvres vraiment formidables qui, ailleurs, devaient quand même coûter, en tout cas, lui permettre de vivre heureux. Mais malheureusement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais à l'arrivée, on constate que... Est-ce que quand on est grand artiste, il faut quitter le Bénin? Oui, bon, l'histoire démontre que le Bénin n'a jamais été une terre porteuse de chance, je ne sais pas. Les gens ne se sont pas vraiment... La plupart des artistes n'ont pas pu s'éclore ici, se lancer, voilà le mot, se lancer au plan local. La plupart, c'est à l'étranger. Est-ce que c'est pas parce que nous sommes pas assez nombreux, 10 000 habitants? Alors qu'on parle de Didier Arafat, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a révélé, qui l'a porté, qui l'a poussé au firmament. Mais, encore que, moi je reste un peu dubitatif, ou du moins je ne suis même pas du tout un fan de ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il chante, je ne sais pas ce qu'il a comme talent artistique. Mais, toujours est-il qu'il a des fans dans son pays qui l'ont porté au firmament et qui l'ont célébré jusqu'à sa mort. Donc, il semble qu'ici, au plan local, il faut qu'on travaille aussi à célébrer nos artistes de leur vivant, à apporter surtout de la chaleur à ceux-là, parce que ils sont laissés pour compte, pour la plupart. On voit des gens de talent, de valeur, avec des œuvres immenses, inédites, mais qui sont restés sous boisseau jusqu'à la mort. On en parle justement, vous l'avez évoqué, DJ Arafat. Nous finirons cette émission sur une autre note triste, c'est la mort de DJ Arafat. C'est arrivé il y a quelques jours déjà. Et puis, à l'occasion de ces obsèques, des obsèques véritablement démesurées, on peut l'affirmer, le gouvernement a mis les moyens, mais les fameux Chinois, les partisans, les fans de DJ Arafat, ils étaient dans une autre forme de démesure. Vous l'avez pu observer. En fait, vous savez, Arafat, quand même, disons, c'est quelqu'un qui a su, d'une certaine façon, donner encore plus de valeur au coupé décalé, dont le père, le créateur était Doug Saga, lui aussi père à son âme. C'est comme Michael Jackson, qui n'a pas créé la pop, mais qui en a été le roi. Donc, les obstacles de Didier Arafat, il faudrait quand même, disons, restructurer le contexte dans lequel le gouvernement a voulu quand même lui donner une certaine valeur. Parce que, vous savez, pendant les périodes de crise en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui ont su quand même, disons, donner une autre motivation à la jeunesse ivoirienne. Parce que dans les bars, dans les maquis et autres là, c'était leur musique. Vous savez, même si vous ne chantez rien, votre simple capacité, ne serait-ce que à pouvoir donner de la joie aux jeunes gens, à pouvoir donner de la joie à tout un peuple quand même. C'est que surtout pendant une période de crise, et qu'on le veuille ou pas, Arafat faisait partie quand même, disons, de ces rares artistes qui ont pu dominer le coupé décalé pendant plus de 10 ans. Même si, je le dis et je le répète, Arafat, ce n'est pas un modèle de vie, non, mais c'est un modèle d'artiste. C'est mieux. Et les Chinois, les fameux Chinois qui avaient pu quand même, disons, au regard de tout ce qui s'était passé, avoir une certaine légitimité auprès même de tout le monde,
on se sont donnés à des actes, à un acte très, très baba parce que aller quand même, disons, et profaner la tombe de quelqu'un, on sort le cercueil, on déchire ses vêtements, on dit que ce n'est pas lui, mais bon, vous savez, ce sont des actes qu'il faudrait véritablement décourager. Mais bon, cela pourrait également aussi traduire... Comment peut-on expliquer? Cela pourrait également aussi traduire ce qu'a été la vie de Didier Arafat. Sa vie n'a été qu'une vie quand même, disons, de fiesta et de désordre. Donc, c'est que jusqu'à ce que son corps soit traité de la sorte, disons que c'est malheureux. Pour le politique que je suis, moi, j'ai vu plutôt une agenda politique derrière ses obsèques. Il n'y a pas autre chose. Hein. Un agenda politique? Oui, absolument. Et les élections de 2020 arrivent à grands pas. Le gouvernement actuel se fait sur une occasion pour se refaire une nouvelle image. Moins s'il y a des candidats potentiels, je ne vais pas nommer des gens qui veulent... comment on appelle, récupérer les choses. Et la jeunesse qui est partisane de ce monsieur, en grande partie, la jeunesse ivoirienne, je veux dire, qui est en grande partie... de 45 000 places. Absolument, absolument. Donc, cette jeunesse, il faut quand même récupérer ça. Il ne faut pas laisser ça aux autres. Donc, ça a été fait... On dépense 150 millions de francs CFA pour faire des obsèques de monsieur qui... Bon, je ne sais pas. Moi, je compare... si je compare Didier Arafat à Benadadi, il n'y a pas photo. Mais Benadadi est mort en Côte d'Ivoire dans l'anonymat, pratiquement, parce qu'il ne constituait pas un enjeu pour le gouvernement en place. Donc, Didier Arafat, c'est un enjeu, il vaut quelque chose du point de vue popularité. Il a une popularité, ça, ce n'est pas indéniable. Donc, il faut se faire sur cette popularité pour se faire une nouvelle image, c'est tout. En tout cas, pour se faire un background politique, comme on le dit. Donc, ça a été fait comme ça, dans ce sens. Moi, c'est ma lecture. Et je dis, on l'a fait, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gain politique, ce qui a été fait? Je doute que ça ne soit pas vraiment, que les faits escomptés ne soient pas au rendez-vous. Merci à vous, Gédéon Vegba. Dernier mot. Je vois que Gédéon Vegba a eu quand même, disons, un point de vue qui va quand même à l'antipode de ce qu'il avait souhaité tout à l'heure pour nos artistes. Vous savez, il faudrait que cela commence. Il faudrait quand même, disons, ça commence. Célébrer la vie et non pas la mort. Ça commence quelque part. Et le coupé décalé, c'est comme... On va dépenser 150 le coupé décalé, c'est comme, disons, le dombolo congolais. Et à partir déjà de cette mort, quand même, disons, d'Arafat, les Ivoiriens veulent quand même, disons, donner une certaine paternité à cette musique qui aujourd'hui traverse les frontières ivoiriennes. Donc, le souhait, c'est que les artistes ivoiriens et que les artistes béninois surtout, et nous lançons un appel à nos gouvernants, que ce soit au gouvernement actuel ou bien aux autres gouvernements qui viendront dans le futur, que nous puissions faire l'effort de valoriser nos artistes de leur vivant, pour que ceux-là puissent vivre, parce que la piraterie et l'incapacité pour les gens d'avoir un droit d'auteur fixe sont de véritables problèmes qui aujourd'hui avilissent la vie de l'artiste béninois. Merci à vous. Je ne l'ai pas contredit du tout. Moi, j'ai fait une lecture politique de la chose. Je ne dis pas qu'on n'a pas bien fait. Moi, j'ai fait une lecture politique. Je constate que les obsèques, quand même, ont une connotation politique. Tout à fait. Merci à vous, Gédéon Vegba. C'était donc sur Club Média 7, votre mot de la fin. Pour vous également, Cyriac Dekenou, merci à vous de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. C'était Club Média 7 pour votre plaisir. À dimanche prochain.